C'est un réel plaisir de vous savoir très nombreux chaque matin à l'écoute de Nana FM et bienvenue dans le débat. Le Togo vient de réceptionner 300 000 doses de nouvelles vaccins, de 300 000 nouvelles doses de vaccins Pfizer. Elles ont été réceptionnées dimanche sur le tarmac de l'aéroport de Lomé par le ministre en charge de la Santé, Moustapha Midiawa, et l'ambassadeur américain Eric Stromae. Il s'agit d'un don des États-Unis via l'initiative COVAX. 600 000 doses ont déjà été offertes par les États-Unis d'Amérique. Ces vaccins permettront au Togo de renforcer la campagne de vaccination afin de protéger ses citoyens des ravages de virus Covid-19 et de commencer à réduire les obstacles à la construction de l'économie. La Cour constitutionnelle, la semaine dernière, a émis des réserves en qualifiant de discriminatoire le projet d'ordonnance relative à la présentation d'une preuve de vaccination contre la COVID-19 pour accéder aux bâtiments administratifs dans la préfecture du Golfe et d'Agoué. Le gouvernement va-t-il abandonner ou élargir le projet aux autres communes? C'est la question du jour et pour en parler, je reçois le docteur Koundé Peto, président de l'Ordre des pharmaciens du Togo et membre du conseil scientifique du Togo. Docteur, bonjour. Bonjour et bonjour aux éditeurs de Nana FM et à tous les techniciens qui nous aident à réaliser cette émission. Alors, les auditeurs auront la possibilité de réagir dans ce débat sur la page Facebook de Nana FM ou dans une vingtaine de minutes via le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romé Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, docteur, le décès d'une femme en plein accouchement suscite la colère des internautes depuis la semaine dernière. Vous, en tant que praticien ou personne ayant en charge la santé des populations, quelle est votre réaction? Oui, eh bien, vous savez, un tel drame qui survient, surtout chez une femme qui s'apprête à donner la vie, et surtout que donc, la mort emporte cette dame dans ce contexte-là, pour tout Togolais, ça doit être un sentiment de, je dirais, de frustration et même un sentiment de, pour nous, acteurs de santé, quelque part, d'une certaine défaite dans tout ce que nous entreprenons, parce que notre mission au quotidien, justement, c'est de conjuguer nos efforts pour que les Togolais se portent bien et surtout quand il s'agit de nos mères, de celles qui donnent la vie, qui n'ont pas pu trouver tout l'encadrement nécessaire, tout l'entourage nécessaire pour pouvoir mener à bien ce processus de la vie qui est essentiel. Ce n'est que de l'amertume que nous ressentons. Et ça appelle sûrement, les colères des uns et des autres sont tout à fait compréhensibles. Mais ce que nous disons, nous, acteurs de la santé, c'est que ça appelle sûrement à une plus grande prise de conscience des faiblesses que nous avons encore, de tout ce qui nous reste à faire pour atteindre justement cet objectif de donner une santé, de sécuriser, je dirais de donner la sécurité aux Togolais en matière de santé. Ça, c'est un défi qui nous appartient, nous, acteurs de santé, mais aussi à tout ce qu'on peut faire au niveau du pays pour permettre un accès plus aisé aux soins de santé. Parce qu'un drame pareil, il faut le voir dans tout le processus aussi de suivi jusqu'au jour où ça arrive. Et je pense que tout le travail que nous sommes en train de faire au niveau du pays, le gouvernement est en train de faire pour la couverture santé universelle, j'espère, permettra à notre pays d'éviter ce type de drame. Ce drame aussi, ça peut être des échecs, des erreurs quelque part dans le parcours de soins de cette patiente.
Ça intègre tout, hein, les médicaments utilisés. Moi, homme du médicament, on est tous interpellés sur tout ce qu'on peut faire pour que, à tous les niveaux, quand il y a la demande en santé d'un de nos concitoyens, que ça se passe dans les conditions les plus sécurisées, je pense que c'est dramatique et ça doit nous amener à ce type de réflexion. Alors, docteur, ce n'est pas la première fois que des manquements ont été constatés dans l'exercice des fonctions des agents de santé. Est-ce qu'il est temps qu'on refasse du recyclage à ces agents? Le recyclage, vous savez, ceux qui sont en charge des systèmes de santé au niveau de la prise en charge, au niveau de tous les services, de tous les hôpitaux, de tous les services, je pense qu'il y a ce type de programme. Et dans un service, surtout au service les services de référence au CHU Sylvanus Olympio, vous avez des leaders d'opinion du secteur santé qui sont là à la tête de chaque service et qui organisent régulièrement, tous les matins, il y a un staff au niveau de tous ces services-là pour rappeler tout ce qu'il faut. Je pense que c'est permanent, dans le secteur de la santé, la formation continue et de rigueur. Je pense que ça se fait et ça doit continuer à se faire, à se renforcer. Et surtout, il s'agit surtout d'interpeller la conscience de tout un chacun de nous. Des fois, on a peut-être fait ce qu'on devait faire, hein, peut-être qu'on n'a pas fait suffisamment. Et c'est là où on doit être conscient que quand il s'agit de la vie, effectivement, on fait ce qu'on peut faire, mais on doit faire peut-être plus parce qu'il s'agit de sauver une vie. Alors, docteur, ce qui nous réunit ici, c'est la maladie à coronavirus. Quelle est à ce jour-là la situation des cas de contamination dans notre pays? Alors, la situation des cas de contamination, c'est une situation que nous saluons depuis quelques jours avec une réelle décrue de nouveaux cas de contamination depuis le mois d'août, en tout cas fin juillet, août, où nous avons vu vraiment ces flambées. Les derniers chiffres nous donnent 4 nouveaux cas confirmés hier, ce qui porte à 25 248, 25 903 cas au total. Et surtout avec un nombre de cas actifs qui n'est que de 416. Il y a à peine un mois et demi, ce nombre-là était 10 fois ça. Plus de 10 fois ça, on était à près de 5000 cas actifs, ce qui nous rassure. Mais quand nous lisons ces chiffres aujourd'hui, nous sommes à 239 décès. Il y a un mois et demi, regardez tout à l'heure en début juillet, nous étions à peine à 130 décès. Ça veut dire que cette vague que nous venons de traverser en moins de 2 mois nous a causé plus de 100 morts, 100 nouveaux décès liés à cette maladie. Et il faut rappeler que la COVID-19, c'est depuis c'est depuis maintenant 1 an, 8 mois à peu près. Et donc, en 2 mois seulement, il y a eu plus de 100 nouveaux décès enregistrés sur les 239 que nous comptabilisons, que le pays comptabilise à ce jour. C'est dire que quand il y a ce type de surchauffe, nous devons réagir, nous devons prendre toutes les mesures pour regresser rapidement, parce que quand ça perdure, c'est dramatique. Il y en a qui disent, voilà, la Covid ne tue pas autant, mais quand on voit ce que cette maladie peut faire, quand il y a ce type de flambée, il faut rester assez prudent et respecter les mesures pour que nous puissions tous nous en sortir. Alors, certaines personnes pensent que quand il y a cette baisse drastique, ce n'est pas seulement le respect des mesures barrières, mais ça s'explique aussi par le mécontentement des agents de prélèvement. Est-ce que la situation perdure toujours? Il y a règlement de la situation? Non, avant de répondre précisément à cette question, je voudrais revenir sur les chiffres. Attention, ceux qui disent que ça baisse parce qu'il y a mécontentement des agents, nous on lit les chiffres. Hein. Vous savez, depuis qu'il y a eu cette flambée et toutes les mesures prises, quand nous regardons le nombre de tests réalisés par jour, ils n'ont pas significativement baissé. Hein. Nous sommes toujours, sauf hier on a fait 800, on est toujours
et ça s'explique. Hein, hier, c'était lundi, ce sont les prélèvements de dimanche et ça s'explique. Sinon, on est toujours au-delà de 1000 prélèvements tous les jours qui sont faits. Et on a toujours la même stratégie qui consiste à aller screener autour des nouveaux cas, les contacts, et également tester les cas suspects qui se présentent. Vous comprenez bien que déjà, au plus fort de la crise, on prélevait jusqu'à peut-être 1800. Aujourd'hui, on prélève 1300, 1400. Mais ça veut dire quoi? En fait, les contacts sont en plus petit nombre aussi, puisque nous avons un nombre de nouveaux cas qui se réduit de jour en jour. C'est autour de ces nouveaux cas-là qu'on prélève les cas à tester, les cas suspects à tester, les cas contacts. Donc, tant que le nombre de nouveaux cas baisse, forcément, les personnes à prélever va baisser à un certain niveau. Et aussi, quand nous voyons que nous sommes au-delà de 1000, ça veut dire que le Togo continue à tester suffisamment. Et les résultats que nous avons aujourd'hui signent réellement une baisse des contaminations. En dehors de ça, je pense que la Covid, on ne ment pas, ça ne ment pas. Hein. Quand vous laissez des cas non testés dans la nature, ça se ressent quelque part. Donc, il nous semble qu'aujourd'hui, tous les Togolais connaissent ce que c'est cette maladie-là. Et ce que nous ressentons au niveau des organes de gestion, au niveau des hôpitaux, je pense que la population le ressent aussi. Cette baisse de fièvre liée à cette maladie, pour le moment, mais ça nous appelle à rester toujours vigilants. Alors, Maintenant, est-ce que ça perdure non, je pense que ça, des voix plus autorisées l'ont expliqué à vos studios ici pour dire que ça, c'est pris en compte, hein, ces émoluments, ces encouragements à tous ceux qui, tous les jours, se chignent pour pouvoir aider à gérer cette crise-là, parce que ces agents de santé réellement se donnent à fond. Et grâce à eux, effectivement, nous arrivons à avoir ces résultats. Et le gouvernement, je pense, fait tout ce qu'il faut pour pouvoir les satisfaire. Les retards sont dus juste à des problèmes de gestion, hein, parce que vous savez, ces fonds, il faut toujours les justifier. Et semble-t-il, il y a un retard à ce niveau. Et je pense que les personnes en charge de ce secteur-là font tout ce qu'il faut pour que ces conditions soient remplies afin réellement d'encourager ce personnel de santé et dont certains ne dorment même pas aujourd'hui. Donc je pense que la question est bien prise en compte et que ça va se régler. Alors, docteur, il y a un moment, quand vous allez dans les vaccinodromes, il y avait de l'affluence parce que l'accès aux bâtiments publics sont subordonnés à la présentation d'une preuve vaccinale. Mais depuis la semaine dernière, il y a la Cour constitutionnelle qui avait émis quelques réserves. Le fait que cette décision ne soit que dans la préfecture d'Agoué et puis Golfe. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement va faire? Est-ce qu'on va arrêter le projet ou bien on va l'élargir à tout le territoire national? Non, je voulais d'abord dire que l'affluence dans les vaccinodromes, nous l'avons expliqué. C'est vrai, il y a eu cette stratégie décidée par le gouvernement pour booster la vaccination. Je pense que ça nous a beaucoup aidé. Mais il y avait aussi que malheureusement les Togolais attendent que la fièvre monte, qu'on sente qu'il y a une menace imminente avec une flambée des cas pour courir pour aller se faire vacciner. Je pense qu'il y avait ce facteur-là qui est intervenu. Ça peut expliquer un tout petit peu avec la baisse du nombre de nouveaux cas de contamination. Ça peut expliquer en partie l'affluence qui se réduit un peu au niveau des centres de vaccination. Mais je dois rappeler qu'encore une fois, ce virus-là, on n'en a pas fini avec. Ça continue par circuler, ça fait des vagues. Et justement, quand on est dans le creux de la vague, c'est en ce moment où il faut chercher à se protéger. Parce que s'il y a une prochaine vague, personne ne sait comment est-ce que nous réagirons, comment est-ce que notre organisme réagira. Et il faut se prémunir pour ne pas être parmi les victimes d'une prochaine vague probable, parce que c'est ce qu'on observe un peu partout. Et donc, par rapport à la décision de la Cour, je pense que le gouvernement qui a demandé
cet avis à la Cour constitutionnelle a reçu cette copie-là et je pense qu'ils l'utiliseront pour prendre toutes les décisions. Je pense que depuis le début, le gouvernement était dans cette optique de consultation de tous les acteurs. D'abord, nous-mêmes, les acteurs de santé du pays qui ont été sollicités pour pouvoir suivre et conseiller le gouvernement en matière de décisions sanitaires. On arrive à certaines étapes qui touchent aux libertés publiques de façon plus cruciale. C'est normal que cette consultation soit demandée. Je pense que on peut saluer la cohérence du gouvernement dans sa gestion de cette crise-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fera de cette réponse-là? On va abdiquer ou on va l'élargir? Non, je pense que, vous savez, pour nous, acteurs de santé, il y a eu toute la polémique autour de cette décision, mais ce que nous avons observé, c'est que ça a été positif réellement. Les gens ont dit que c'était une manière de priver de liberté, tout ça. Mais pour nous, la plus grande liberté est celle que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous ne sommes plus contraints par une flambée, par un virus qui nous menace. Parce que quand on a cette contrainte-là, je pense qu'on arrivera à des choses qui pourront nous priver encore plus de ces libertés-là. Donc, nous apprécions que ces mesures-là aient permis réellement de faire baisser le nombre de cas. Parce que, vous savez, nous tous qui critiquons ces mesures-là, très souvent, on s'est vaccinés. Et moi, je le vois, beaucoup de nos leaders qui ont émis des critiques se sont vaccinés. Mais contre cette mesure, ou en tout cas, à cette mesure que le gouvernement a proposée, personne ne propose rien pour encourager les Togolais à aller se faire vacciner, parce que nous c'est ce qu'on regarde. Donc, derrière le fait que la Cour constitutionnelle retorque justement cette façon de faire, le gouvernement a avisé, c'est sûr qu'on va réfléchir à d'autres approches de solutions, et pour que l'objectif reste toujours de protéger les Togolais. Bon, pour moi, c'est ça qui est important. Heureusement, nous sommes dans une période maintenant où on a le temps de réfléchir, parce que si on était au sommet d'une vague en ce moment, ça aurait été plus difficile encore au gouvernement. Je pense qu'on a le temps de réfléchir pour trouver d'autres solutions, pour trouver d'autres mesures ou d'autres stratégies pour encourager les Togolais à aller se faire vacciner, parce que c'est ça qui est important. Et je dois saluer justement, vous l'avez évoqué, hein, la réception des 300 nouvelles doses de vaccins Pfizer offerts par le gouvernement américain à notre pays. C'est un acte qui vient soutenir, qui vient encourager tout ce que notre pays fait en matière de vaccination. Nous qui passons sur vos antennes, nous n'avons pas cessé de le dire pour encourager nos concitoyens à se faire vacciner. C'est que tant que notre pays vaccine correctement, tant que nous consommons nos vaccins, ça encouragera nos partenaires à nous en fournir. Et aujourd'hui, je peux vous dire moi, que avoir des vaccins à disposition, c'est une grâce, c'est une chance. Parce qu'aujourd'hui, le monde réfléchit à comment multiplier les centres de production, les sites de production, pour pouvoir répondre à une demande qui va grandissante. Les pays riches qui se sont vaccinés massivement savent aujourd'hui qu'ils doivent faire des doses de rappel. Donc, la pression sur la demande reste toujours assez forte. Et si nous avons la chance d'avoir ces vaccins, il va falloir que nous nous encouragions tous à les prendre, parce que c'est réellement une chance. Et quand on est dans la fièvre de la contamination, ce n'est pas le moment de se vacciner. Des fois, c'est un peu tard. Alors, les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 après la pause. 95.5 Nana FM. Le minute beadom kola na wasi coronavirus po abota na o anaba wo to kple wo amevevio miano dedie nono me anye mon popo na mi be mi akpo mi akpo ganya uta aye wagana be mi adogo
du adzira aɖue. Azɔ ŋlɔ wo ŋkɔ na abɔta sisi ato étoile 844 dièse dzi ame million alafa si le xexeme godo vɔ ne enya si vɔ ko la anya ale si dedienɔnɔmenɔnɔ vivi na ye. Ne ebe yease nugɔme nyuie ku ɖe abɔtatikeawo ŋuti la, yi ɖe ebe si tsɔ ɖe gbɔwò alo nate abobo dɔyɔla si butu na dɔa nyuie. Mina miawɔ ɖe coronavirus dɔa ƒe mɔxenuawo dzi. Hee. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Papa Sibiti. Oh, aujourd'hui, je suis le premier. Ah, voilà. Dieu merci. Et mon petit frère là, derrière. Bonjour mon docteur. Bonjour Papa Sibiti. Félicitations pour ce que vous faites. Merci. Vous les médecins, les journalistes, le gouvernement, le président. Vous savez, il y a beaucoup d'alternatives. La conscience, la prise de conscience au niveau de la population. Et puis, le décès à l'hôpital, on a beau être formé, avoir les grands diplômes, si on n'a pas la conscience, on n'a pas le cœur, l'amour pour son travail, rien ne se fera. Il faut que les autres soient comme vous, le docteur Tcholegano, le tout ça là. Ce qu'il faut faire, c'est que les gens soient conscients. Il faut encore plus de contrôle, mon docteur. Merci. Les gens ne veulent pas se faire vacciner. Certains se font vacciner. Je remercie le docteur dame qui est venu pour Alitato hier. J'ai dit, mon docteur, je vous prie, elle a accepté de créer une cellule. Laissez les trucs de caution. On ne va pas chercher l'argent. Créez-nous, s'il vous plaît, une cellule au niveau des centres de vaccination. Ceux qui n'ont pas de carte, ceux qui n'ont rien, que cette cellule-là les prenne en charge comme ça. Nous allons éviter ceux qui vous critiquent, qu'ils vont et on ne les reçoit pas bien, tout ça là, mon docteur. C'est la petite proposition que je voudrais faire. La dame a accepté, elle dit, elle va transmettre ça à ces patrons que vous êtes. Faites-vous ça, les choses vont s'améliorer. Question de cellulaire, quoi. Non, merci beaucoup. Merci à vous aussi pour votre proposition. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Allez-y. Ok, docteur, bonjour. Bonjour Monsieur Pelé. Ok. Je pense qu'aujourd'hui, on va dire que ceux qui dirigent ce pays, c'est monsieur Kouyi et autres, c'est-à-dire le comité de gestion, ils sont qui gèrent maintenant le pays. C'est-à-dire ils sont qui ont le contrôle. Parce que quand ils vont dire que les frontières sont fermées, c'est fermé. Quand ils vont dire qu'il y a état d'urgence sanitaire, ils sont ceux qui prennent des décisions. Bon, monsieur le docteur, est-ce que, à l'heure où nous parlons, il faut encore un état d'urgence sanitaire? Lorsqu'on parle d'un état d'urgence, on sait ce que ça veut dire psychologiquement. Lorsqu'on ferme les frontières et que les frontières sont fermées, que les gens ne peuvent pas trouver à manger, on sait psychologiquement ce que ça veut dire. Donc, s'il faut gérer un pays pendant 2 ans et fermer les frontières, vous ne voyez pas que ça tue plus que la Covid même. Ça, c'est la première question. Deuxième question, monsieur le docteur, aujourd'hui, on le sait, on le sent, que les choses évoluent. C'est-à-dire, au niveau de la santé, regardez comment les gens meurent dans nos centres de santé. C'est-à-dire, on parle de l'hôpital Sylvain sur Litio. Ce que ça veut dire psychologiquement pour le Togolais, vous-même vous le savez. Qu'est-ce que vous attendez à ne pas faire un petit geste à ce petit hôpital que le Togo a? Il est le seul
grand centre hôpital. La dernière question que je vais vous poser, monsieur le docteur, aujourd'hui, vous êtes en train de gérer quelque chose. On ne veut pas faire la politique. Quand on gère les choses au Togo, on ne fait pas le compte. Faites-nous le compte de ce qui se passe dans cette gestion-là, c'est-à-dire le test que les gens font, tout ce que l'aéroport, tout ce que... Faites au moins le compte, on doit savoir que les intellectuels, quand on a pris les choses en main, ils doivent faire au moins un compte. Merci beaucoup. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana Femalo. Oui, alors bonjour. Massa, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Allez-y. Bonjour au docteur. Bonjour, monsieur Massa. Je vais commencer par présenter mes sincères condoléances à la famille de la défunte Ornella. C'est une information qui m'a vraiment touché. Je vais faire une petite observation. Je serai à la place de ces accoucheurs hommes-femmes. S'ils ont un minimum d'honneur, c'est la démission qu'ils doivent donner en attendant le tribunal. Et de la part du gouvernement, le gouvernement aussi doit s'interroger. Quand les soignants se plaignent de manque d'équipement, alors que des fonds disparaissent et que les auteurs ne sont pas inquiétés, on devrait vraiment se poser des questions. Pour le Covid-19, je voudrais demander à votre invité qu'il serait mieux qu'il revienne pour nous donner nous faire une statistique sur la fermeture des lieux de culte et des bars. Ça veut dire que du 10 septembre au 10 octobre, le taux de contamination qu'on a eu, et du 10 octobre au 10 novembre prochain, le taux de contamination ici que nous avons eu, qu'ils ont eu. Merci. Et pour terminer, c'est la réaction du chef du comité de gestion par rapport à la Cour constitutionnelle. Moi, cela m'a choqué parce que dans sa réponse, moi, j'ai senti qu'il était en train de dire à la Cour constitutionnelle que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Cela ne doit pas se faire dans un état de droit. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71, Nana Femalo. Allô? Oui, bonjour Michel. Bonjour, monsieur Nobel. Allez-y. Bonjour, Bonjour, Michel. Bonjour, monsieur Michel. Franchement, en écoutant notre invité, il a dit tout à l'heure que le gouvernement fait tout mais s'occuper de la santé des Togolais. Je suis un peu étonné parce que c'est une politique d'un poids, deux mesures. Est-ce qu'on s'occupe de Covid et les autres affections n'ont plus d'importance? C'est parce que c'est ce que nous voyons. Si réellement on s'occupe des Togolais, ce n'est pas aujourd'hui qu'on s'occupera des Togolais en matière de santé. Mais ma question maintenant, c'est de savoir à quand seront disponibles les études sur ce qu'ils sont en train de gérer, de faire comme prix, et les morts documentés, et le nombre de décès sans Covid, le nombre de décès avec vaccin, le nombre de décès sans vaccin. Parce qu'on a constaté quelque chose. Quand vous faites le vaccin, moi aussi j'ai fait le vaccin, quand vous faites le vaccin, vous avez un mal chronique de tête. Mais tous ceux qui sont décédés de ce mal-là, on dit non que ça peut ne pas être le vaccin et que ça peut être autre chose où il y a eu une coïncidence. Mais c'est quelle coïncidence qui est trouble quand tout le monde fait le même vaccin et beaucoup ressentent les mêmes symptômes. Donc je voudrais savoir comment on leur donne suffisamment de moyens pour gérer cette crise. Il faut qu'on leur donne les moyens également de donner des sites disponibles. Les gens le font au jour le jour. Et pour finir, l'hiver s'approche encore en Europe. Et quand la crise va flamber là-bas encore, on nous dira que ça a flambé à l'hiver. Je voudrais lui poser cette question. Est-ce que le virus a les mêmes velléités d'action dans un climat tempéré que dans un climat tropical? Est-ce que c'est les mêmes velléités que un virus peut avoir? Par contre, on concerne le vaccin à une température très très basse. Nous n'avons pas eu cette température-là ici. Merci à vous aussi. Alors,
Romain, en bloc pour le moment les appels. Alors, docteur, vous avez suivi les auditeurs. Vous commencez par M. Sibiti ou par Michel? Bon, enfin, on va parler par ordre chronologique. Monsieur Sibiti, il faut juste le remercier pour le soutien qu'il apporte toujours à la communication, parce que dans ses interventions, c'est souvent donc un encouragement à la population à faire des efforts dans ce contexte difficile. Donc, on le remercie pour toutes les propositions qu'il fait, que nous entendons. Effectivement, le téléphone, des fois, ce n'est pas évident. Il faut des relais au niveau communautaire. Je pense que tout ça, on y travaille. Alors, il parle aussi de créer une cellule pour gérer ceux qui n'ont pas de cas d'identité et autres, parce que quand tu vas tout de suite au commissariat, on te demande aussi le pass vaccinal. Oui, je pense que c'est une question très pertinente, c'est une proposition très pertinente. Et c'est pour ça que je parlais de ces relais au niveau communautaire où bon, on se connaît pour aider effectivement ces personnes à pouvoir se vacciner. Il me semble que ce type de proposition doit être intégré dans la réflexion qui se mène au quotidien dans ce processus vaccinal. Alors, par rapport à Pelé qui parle de la réouverture des frontières, surtout terrestres, parce que ça, selon lui, ça tue beaucoup plus que la Covid. Oui, et je dois dire que, et c'est vrai, c'est lui qui parlait des gouvernants que nous sommes. Nous ne sommes pas les gouvernants, attention, nous ne prenons pas de décision, nous autres. Nous donnons des avis des propositions, des avis qui éclairent le gouvernement dans sa décision. Et d'ailleurs, la fermeture des frontières, ce n'est même pas une question qui se gère au niveau seulement du Togo. C'est une question régionale qui se discute au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO. Et je pense que nos dirigeants à ce niveau avancent sur la question. La problématique qu'on a, c'est que les approches, les stratégies de gestion ne donnent pas les mêmes résultats dans tous les pays. Donc, on a du mal. Dans cette crise-là, vous savez, le réflexe qu'on a vu jusqu'à présent, c'est un réflexe où chacun essaye, avec les moyens qu'il a, de protéger sa population. Et donc, après, ce qu'on a à faire en commun devient difficile. Mais je crois qu'au niveau de cette problématique qui nous préoccupe tous, hein, les frontières, je pense qu'on est plus proche de la solution aujourd'hui, vu les dernières informations qu'on a. Et il parle aussi des comptes oui, rendre compte de la gestion. De la gestion. Non, la gestion de cette crise récemment, le ministère de la Santé a fait un bilan. D'ailleurs, ce n'est pas une demande nationale seulement, hein, c'est une obligation même du système de santé de rendre compte de ce qui se fait, surtout dans la gestion d'une telle crise. C'est une demande de l'Organisation mondiale au niveau de tous les pays de renseigner toute une trame pour pouvoir permettre au système sanitaire international de fonctionner. On a des obligations en la matière. Maintenant, ce type de rapport, de retour sur la gestion doit peut-être être divulgué au niveau des médias. Je pense que le ministère de la Santé y pense. Peut-être même que ça a déjà été partagé à un certain niveau, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on cache. Tout ce qui a été fait par le pays jusqu'à présent doit être montré à tout le monde, et ces rapports-là sont disponibles. Et il demande aussi à quand la réhabilitation du centre CHU. Ouais, le CHU Sylvanus Olympio, là encore, moi je ne suis pas qualifié pour répondre dessus, mais je peux dire que pour nous, acteurs de santé, cette préoccupation, elle est partagée, et je crois que naturellement, elle est partagée par nos dirigeants qui doivent s'y atteler effectivement pour offrir les meilleures conditions de travail aux agents. Alors, Mas, qui pense que dans le cadre du décès de la femme en plein accouchement, Ouais. que normalement ceux qui étaient là, les sages-femmes, ils devaient déjà penser, ou il ou elle devait déjà penser à la démission. Et puis, il indexe aussi le gouvernement par rapport au manque d'équipement. Peut-être ça peut être l'une des causes. Non, vous savez, ce type de drame ne laisse personne indifférent. Encore moins ceux qui ont été proches de cette dame, cette jeune dame qui a malheureusement fini par rendre l'âme. Je pense que ça interpelle la conscience de toutes ces personnes.
et aussi de tous les responsables autour. Et je pense qu'il faut être un peu patient pour voir ce qui se passera. Forcément, il y a des décisions à prendre et des décisions qui vont dans le sens effectivement d'améliorer les choses. Et au niveau également du cadre de travail, je pense qu'on a déjà répondu là-dessus. Ce travail va se faire sûrement. Ça nous interpelle tous. Il parle aussi de faire les comptes du 10 septembre au 10 octobre et du 10 octobre au 10 novembre. Oui. Là, vous allez revenir dans la semaine, à partir du mois de novembre. Oui, non, mais on reviendra dessus, mais je pense que ce type de questions aussi sont un peu tendancieuses et il faut peut-être rappeler que effectivement, quand on a fermé ces centres qui accueillent du monde, ça a aidé réellement. Il y en a qui pensent que ça s'est fait naturellement, mais vous savez, réduire ces fréquentations, ces regroupements est une disposition très importante pour réduire les contaminations. Nous, on le voit tous les jours. Et d'ailleurs, dès la fermeture, on a vu la décrue qu'on a observée jusqu'à la réouverture. Et donc, ce qu'on dit, c'est que quand il y a une vague, il faut prendre des mesures. Ce n'est pas parce qu'on prend des mesures qu'il n'y a pas une augmentation, mais on prend des mesures pour éviter que, dans le cadre d'une vague, on ne puisse pas perdre la main, perdre pied sur la maîtrise de cette maladie. C'est en fait circonstanciel. Et tant que tout va bien, tant qu'on est dans le creux de la vague comme en ce moment, il n'y a pas de raison de prendre des mesures de restriction de liberté. Donc voilà un peu comment on agit. Et maintenant, par rapport aux questions de Michel, qui demande à quand une étude sur la maladie au Togo, le nombre de décès de personnes ayant des comorbidités non vaccinées, le nombre de personnes décédées et qui se sont fait vacciner. Déjà, si les gens consultent le site qui est activé tous les jours, qui est mis à jour tous les jours du gouvernement, sur les statistiques de la gestion, ils verront ces informations. Hein. Elles sont données tous les jours, combien de décès on a, combien de nouveaux cas on a, et ces décès, depuis un moment, sont-ils vaccinés, portent-ils des comorbidités? Je pense que ces précisions-là sont données au jour le jour. Pour ne dire que ça, maintenant, après, bon, est-ce qu'il faut faire des statistiques pour revenir oui, au temps venu, on le fera. Et je parlais tout à l'heure du travail qui a déjà été fait pour faire le point de la gestion de la crise sur l'année écoulée. Et ces informations sont disponibles au ministère de la Santé. Et surtout, il faut consulter au quotidien. Je pense que notre ami Michel aura toutes les informations qu'il faut, puisqu'on peut retourner quelques mois en arrière pour voir ce qui s'est passé. Il peut lire tout ça. Alors, et il demande aussi, dans peu de temps, c'est l'hiver qui arrive, est-ce que quand les cas vont flamber en Europe, est-ce qu'on va connaître le même sort aussi? Bon, et surtout qu'il a dit, quand ça va flamber, on va dire que ça a flambé ici. On n'est pas là pour dire que ça a flambé parce que nul n'a intérêt à le dire. Nous, on est là pour constater ce qu'il y a et alerter. C'est ça notre rôle. D'ailleurs, justement, quand on commence par voir des vagues réapparaître dans des pays, on analyse pour voir comment ça peut se manifester chez nous ici. Et bon, on essaie de réfléchir à comment anticiper. Et si heureusement on n'a pas de vague, il n'y aura pas de mesures fortes. Je pense que finalement, quand on voit bien dans notre pays, jusqu'à présent, on a eu 2 fortes vagues. Et celles-ci, elles ont entraîné une certaine restriction de quelques libertés. Mais il y a des pays où ces vagues-là ont entraîné des restrictions plus fortes que chez nous, avec confinement. Et donc, s'il n'y a rien, il n'y aura pas de décision. Nous prions tous que les prochaines vagues ne touchent pas notre pays. Donc, je pense qu'on arrive aussi en fin d'année, il faut savoir que ce qui provoque les vagues en général chez nous, c'est les vacances, hein, c'est le retour de nos frères en vacances dans le pays. Il y aura aussi sûrement une baisse de température, un moment de fête, tout et tout.
C'est tout ça qui peut expliquer qu'il y a une certaine flambée, mais on le verra tous dans tous les cas. Maintenant, la conservation des vaccins. Et quand j'entends ce type d'interrogation, ça m'interpelle. Et je dois pouvoir redire aux Togolais que, en matière de gestion de médicaments, le laboratoire même qui fabrique le médicament, qui vous l'envoie, s'assure lui-même que vous avez les conditions pour conserver ce médicament avant de vous l'envoyer. Parce que tout fabricant engage sa responsabilité sur la qualité de son médicament jusqu'au patient. Donc, nous ne sommes pas seuls. Et aussi au niveau national, il y a toute une stratégie qui est mise en œuvre. Le plan développé par le Togo pour la vaccination est validé, a été, je dirais, vu par tous nos partenaires. C'est au vu de ce plan qui intègre la logistique de transport des vaccins, le matériel qui sécurise ce transport-là. C'est au vu de tout ça que les premiers vaccins sont arrivés au Togo. C'est parce que nous avons mis sur la table ce plan de vaccination avec toutes les preuves de disposer de tout ce qu'il faut pour conserver correctement les vaccins, que nous avons reçu nos vaccins. Et tout ça, c'est contrôlé par nos partenaires qui sont dans notre pays aussi. Et hier, le gouvernement américain nous offre 300 000 doses de Pfizer, mais ce n'est pas pour qu'on aille les conserver, je ne sais pas dans quelles conditions, pour finir par les jeter ou bien pour mettre en danger la population. Le gouvernement américain ne le ferait pas s'il n'est pas sûr que nous avons les conditions pour les conserver. Donc, je rassure encore une fois les Togolais que les vaccins dans notre pays ont toutes les conditions de conservation pour sécuriser leur qualité jusqu'à leur administration aux patients. On s'est doté de tous ces moyens-là. Alors, docteur, il reste 1 minute. Maintenant, la question que le Togolais se pose, jusqu'à quand on va nous dire, à partir de cet instant T, les masques ne sont plus là? Ben, nous sommes à combien aujourd'hui? Nous sommes à peu près à 22% de taux de couverture vaccinale par rapport à la cible, c'est-à-dire les 4 800 000 à peu près qu'on a ciblés comme étant les personnes les plus fragiles ou les plus susceptibles de développer des formes graves. Ça, nous sommes à 22% de cette cible seulement. Et si on prend par rapport à l'ensemble de la population togolaise, nous sommes peut-être autour de 10% de personnes vaccinées. L'objectif, c'est d'arriver à 80% ou à vacciner, en tout cas près de 80% de la population. Et ensuite, que nos comportements de tous les jours permettent d'éliminer le virus. Parce que je dis encore une fois que ce virus-là, il circule dans l'air et malheureusement, il a une forte contagiosité. Et si les mesures barrières qui ont été édictées, si elles sont correctement respectées, chacun gardera son virus jusqu'à l'éliminer pour ceux qui l'ont et la contamination va s'arrêter. Donc nous devons faire ces efforts-là et compter aussi sur les efforts à l'international des autres dans d'autres pays pour que ces efforts conjugués amènent à éliminer ce virus-là. Sinon, tant qu'il circule quelque part, on aura malheureusement des chances qui reviennent dans notre pays par le jeu des vacanciers, de toutes les personnes qui se fréquentent. Donc, c'est vraiment un effort collectif qu'il faut faire au niveau de la vaccination, mais aussi au niveau du respect des mesures barrières. Merci au Dr Koundé Kweto, président de l'Ordre des pharmaciens du Togo et membre du Conseil scientifique. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Romé Aziablé. Je suis Norbert Djouhadi. Le 6 live se continue. Ah là là.